Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, on a déjà plusieurs fois parlé de médiation, de transmission du Moyen-Âge, du savoir du Moyen-Âge au grand public. C'est littéralement un des buts de Passion médiéviste. Mais il y a un type de médiation qu'on a très peu abordé et qui est pourtant important parce qu'il concerne une bonne partie de la population et qu'il est assez spécifique, la médiation envers les enfants et le jeune public. Comment parler du Moyen-Âge aux enfants, aux adolescents? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme information? Et quelles sont les différences entre les différents âges, les différents types de visites, etc. Et pour en parler, je vous propose, dans le cadre d'un partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, de parler de médiation envers les enfants à travers un exemple, à travers un monument en particulier et pas des moindres, les remparts de Carcassonne. C'est un lieu qui marque, et donc on va discuter ensemble comment est-ce que, à travers un monument comme Carcassonne, on transmet le Moyen-Âge aux enfants. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, moi je suis Nastasia Kenardunas, je suis chargée des publics au château et remparts de la cité de Carcassonne. Et à tes côtés, nous avons un monsieur avec un chapeau, avec une casquette. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Felipe de Fourny et je suis agent accueil surveillance et médiation. Je fais des visites guidées. On a un peu le côté conception, s'il faut un petit peu schématiser, et le côté réalisation concrète. Donc on va parler avec vous de toutes ces étapes, de comment est-ce qu'on fait donc de la médiation envers les enfants. Alors déjà, on va un petit peu quand même présenter où on est, parce que même si c'est pas le sujet du podcast, il faut quand même un petit peu dire, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout Carcassonne. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu Carcassonne? Quel est ce lieu et pourquoi est-ce qu'il est si spécial? Alors, Carcassonne, on est dans une cité médiévale qui a cette caractéristique d'avoir encore la chance d'avoir non pas un, mais deux remparts qui se succèdent. On a le rempart intérieur et extérieur qui sont entiers, qui ont notamment connu une restauration au milieu du 19e siècle par Eugène Viollet-le-Duc. Le fameux, il est toujours là dans les bons coups. Toujours. Et donc c'est notamment grâce à son œuvre aussi qu'on a réussi à avoir cette cité de manière aussi bien conservée, avec son château qui est aussi très bien conservé et sa basilique. Parce que aussi, c'est un endroit qui est très grand. Parce que dit comme ça, on me dit, oh, c'est une petite cité médiévale. Tu peux nous dire, il y a combien de tours déjà ? On a une cinquantaine de tours et barbacanes. Waouh ! Ouais, donc on pourrait en présenter une par semaine et tenir une année complète. Et si on doit faire tout le tour, ça fait combien de mètres ? Le rempart intérieur fait 1,2 km, 1,3 km, et le rempart extérieur fait 1,7 km. Donc cumulé, on est à 3 km de rempart. C'est un lieu avec plein d'histoires. Et bien justement, on va en parler aussi parce que je pense qu'on peut commencer par ça. Et quand on a préparé cet épisode, c'est quelque chose que tu m'as dit, Nastasia ou Philippe. Je sais plus lequel de vous deux m'a dit ça. C'est qu'en fait, on est dans un endroit où le monument en fait fait déjà le taf. On a quasiment rien à faire au début. C'est juste on arrive et j'ai fait l'expérience aussi. On arrive en contrebas, on arrive de la ville neuve et déjà, le monument, on est déjà comme plongé au Moyen-Âge. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours l'effet waouh quand on arrive à Carcassonne. Déjà aussi parce que c'est un monument qui est inscrit à l'UNESCO depuis 1997. Donc c'est un monument qui est connu à l'international. Donc rien que ça, c'est un super décor, c'est un super terrain de jeu. Comme l'a dit Felipe, il y a 2 remparts, un château. Et nous, toute la difficulté, c'est d'amener les gens à visiter le château et pas seulement la cité. Parce que pour beaucoup, dans leur tête, c'est on rentre dans la cité, ça y est, on est rentré dans le château. Alors que pas du tout. Dans la cité, il y a le château qui donne après accès aux remparts. Donc rien que ça, c'est une super toile de fond, de jeu. Il y a de quoi faire. On l'a pas dit aussi, mais du point de vue géographique, on est donc en France, on est juste à côté de Toulouse, on est vraiment entre Toulouse et Montpellier, à quelques pas de l'Espagne, donc c'est pour ça que quand on se balade à Carcassonne, on entend tout le temps plein d'Espagnols qui viennent visiter, c'est votre deuxième public, en fait, même le premier ou pas ? Non, pas le premier, on a beaucoup de Français quand même. Ça reste les Français. Ouais. Beaucoup de Toulouse, Montpellier, les Audois aussi, les locaux qui viennent. Et après, effectivement, les Espagnols et beaucoup de public international, que ce soit brésiliens, les Émirats arabes unis, l'Angleterre, les Pays-Bas, Japon, Chine, voilà. Concrètement, je pense qu'on a à peu près on a le monde entier qui se retrouve à visiter durant toute l'année le site. Donc oui. Merci l'UNESCO. Et bon, là, on n'est pas sur les tours, on n'est pas dans le château parce que, auditeur triste, je ne vous cache pas qu'on enregistre ça en plein mois de novembre. Il fait un peu froid,
il y a du vent, donc là on est au chaud dans un bureau, donc vous entendrez peut-être un petit peu les collègues qui passent à côté, c'est normal, on va pas demander à tout le monde de se taire. Et donc on disait, on est dans ce lieu médiéval, et donc comment est-ce que vous avez réfléchi pour transmettre ça au jeune public ? Parce qu'effectivement, ils arrivent, ils voient un château, mais il faut, après j'imagine dans votre travail de médiation, réfléchir à comment est-ce qu'on transmet plus que « Ah, il y avait plein de pierres et c'était un château ». Oui, alors déjà, on va distinguer 2 types de façons de travailler. Il y a le travail pour l'offre pérenne, donc c'est-à-dire le parcours de visite en tant que tel, si un visiteur vient seul ou en famille, comme c'est des petits, plutôt en famille, on va dire. Et puis il y a l'offre aussi événementielle, donc c'est ce qui est tout au long de l'année. Et là, on change tous les ans pour fidéliser le public aussi et lui donner envie de revenir quand il sera plus vieux, plus âgé. Voilà, donc on a ces 2 types. Donc pour le parcours pérenne, donc l'offre de visite, que ce soit aussi le catalogue pour les scolaires, pour le public issu du champ social, les quartiers prioritaires de la ville, tout ça, ça se conçoit en fait tout au long de l'année et ça ne s'arrête jamais parce qu'on a un dépôt lapidaire avec des très vieilles pierres dedans. Donc un dépôt lapidaire, c'est des présentations de pierres, c'est ça ? Voilà, c'est un musée avec plein de pierres locales, de l'Occitanie, de l'Aude, de Carcassonne. Et tout ça, en fait, c'est bien joli. Il y a l'effet waouh Carcassonne, mais qu'est-ce qu'on transmet, comment on le transmet ? Et là, il y a plein de petites astuces déjà pour l'offre de visite en tant que telle. Et en plus, il faut encore sous-diviser, c'est que donc il y a tous ces offres-là, mais il y a aussi réfléchir, on ne parle pas de la même façon de Moyen-Âge et on n'explique pas la même chose à un enfant de 3 ans qu'à un ado de 15 ans. Oui, même au niveau du cycle des primaires, on ne parle pas pareil à un maternel qu'un CP, CE1, CM1, voilà. En fait, on se base beaucoup, on va dire, sur le programme de l'éducation nationale pour suivre le développement de l'enfant. Parce que le Moyen-Âge, quand on est adulte, ça parle. Et encore, on ne sait pas que c'est 1000 ans d'histoire, etc., etc. Mais pour un enfant, le Moyen-Âge, ça se résume à une princesse, un chevalier et un dragon. Généralement, on part de l'imaginaire qui se construise naturellement. Le Moyen-Âge, en fait, on peut l'aborder de plein de façons différentes, que ce soit au niveau du sensoriel, de l'intellectuel, du toucher, architectural, voilà, il y a plein de façons de l'aborder. Eh bien, Julien, justement, qu'on fasse un petit peu le point sur comment est-ce que tu parles à ces publics en avançant dans les âges. On va commencer effectivement par les petits. Quand vous recevez des maternelles, comment est-ce que vous parlez de Moyen-Âge avec eux ? Alors pour les maternelles, là je vais surtout laisser Felipe en parler parce que c'est lui qui guide cette visite, mais on a une visite sur les formes et les matières. Donc ça commence par des choses qui vont servir dans la vie quotidienne à n'importe quel enfant. On va essayer de se concentrer sur des jeux d'éveil avec un jeu de cartes, notamment des photographies qu'on a faites tout autour de la cour d'honneur qu'on a à l'intérieur du château où il y a un dessin, une forme, un triangle, un trait, un carré, qu'il faut qu'ils arrivent à retrouver déjà la paire de cartes avec laquelle ils vont pouvoir avoir la forme et ensuite pouvoir nous montrer où elle va se situer à l'intérieur de la cour d'honneur. On a également, on va présenter les différentes matières que l'on va avoir à l'intérieur du monument, que ce soit la pierre, la brique, le sable, l'ardoise que l'on a sur les toitures. Ensuite, je leur fais faire un petit jeu où en général c'est plutôt un jeu de construction de château avec des petits cubes en mousse qu'ils mettent au fur et à mesure. Et c'est toujours extrêmement intéressant ce passage-là, car ils font preuve d'une imagination parfois pour pouvoir faire que la structure tienne, qui peut être assez remarquable. Je pense qu'on devrait proposer ça à certains ingénieurs de Toulouse. C'est vrai qu'à cet âge-là, on aime bien patouiller, manipuler, et en fait, on est tous des grands enfants, parce que même quand on est adulte, après, on aime bien toucher, sentir les choses. Ça passe par des jeux. C'est pas une visite en tant que telle pour les tout petits, c'est de la manipulation et surtout éduquer le regard. Donc ça, c'est leur apprendre à regarder, à prendre le temps de regarder. Et ça, si on le fait pas dès tout petit, après, le monument, le lieu culturel ou simplement même la vie en général, juste on passe devant et on la regarde pas en tant que telle. Donc c'est vraiment s'approprier le monument directement en toucher, donc en s'adaptant à l'âge de l'enfant. C'est ça. Et donc si on avance un petit peu dans les âges, si on voit un peu avec les primaires, là, donc on est plutôt sur des enfants, on va dire, 5, 10 ans. Donc, est-ce que là, vous commencez à leur parler un peu plus, peut-être aussi de princesse et de chevalier, ou pas forcément ? Ah oui, pour le coup, on va forcément se baser un petit peu sur leurs références qu'ils ont pour essayer d'avoir comme cette espèce de socle commun qui est aussi éduqué par l'éducation nationale. Et sur lequel on essaye aussi un petit peu de se baser. C'est-à-dire qu'on va avoir une conception, que ce soit du temps ou même de l'espace aussi, qui doivent être un petit peu plus communs, on va dire, pour les enfants, afin qu'on ait tous les mêmes références. Et notamment pour pouvoir placer justement ces 1000 ans d'histoire du Moyen-Âge. Normalement, ils commencent à aborder ce sujet-là, avec la préhistoire,
l'Antiquité et le Moyen-Âge, mais c'est vrai que ça reste peut-être un concept qui reste encore assez flou. Que représente exactement 1000 ans, 10 siècles? On va se baser quand même sur ce que connaissent déjà un petit peu de base. Et oui, il y a un roi, il y a une reine, il y a des chevaliers, et un château, ça sert à faire la guerre. Donc, Et là, est-ce qu'ils font encore des activités manuelles comme les tout petits, différentes j'imagine, ou pas, ou plus du tout, juste ils t'écoutent? il y a une des visites justement que l'on propose qui est l'info-intox, qui est une visite où on va en fait se balader dans le monument et on va essayer d'aborder des sujets qui sont souvent liés aux stéréotypes que l'on a sur le Moyen-Âge. Les gens étaient sales. Il y en a plein en fait, des stéréotypes sur le Moyen-Âge. La tranche 8-10 ans, elle est intéressante parce que c'est là où ils commencent à se poser des questions vraiment sur le monde. C'est... Pardon, mais la fin du Père Noël, c'est la fin du lapin qui vient amener les œufs de Pâques. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui écoutent avec des enfants. C'est la tranche où, juste après, quand on leur dit non, maintenant il faut sortir, y a le dragon qui arrive, il a besoin de se coucher, ils comprennent que c'est plus vrai. Donc c'est vraiment là où ils commencent à avoir des idées reçues sur la période en tant que telle, et c'est là où c'est important de les déconstruire dès le début. Donc c'est vrai que la visite info ou intox, elle est assez intéressante dans le sens où elle reste très ludique. Parce que le médiateur a un jeu de cartes devant lui, et ce sont les enfants qui piochent et qui débattent entre eux pour savoir si oui ou non l'idée reçue qui est marquée sur cette carte, elle est vraie ou pas. Et après, le guide vient déconstruire ou appuyer l'idée reçue, si elle est vraie ou fausse. On monte jamais l'escalier avec l'épée à droite, les Gaulois, ils mangeaient tous du sanglier, enfin voilà, des choses comme ça. On a moins de manuels, parce que nous, à Carcassonne, on n'a pas la chance d'avoir un espace qui permet d'accueillir des scolaires pour faire des activités manuelles. Attends, tu veux dire qu'avec ces 52 tours, vous avez pas Oui. encore... Oh là, ok, bon, je veux pas... En fait, on a un espace famille, mais ce sont que des espaces qui sont réduits à 18 personnes. Et les scolaires, on le sait tous, les classes sont de plus en plus remplies. Bonne chance les professeurs. Donc là-dessus, on n'a pas d'espace pratique manuel en tant que tel. Donc nous, on est obligé de tout inventer sur le parcours de visite. Donc dans ces 52 tours, ces 3 km de rempart, ce château, cette cour d'honneur, voilà. Donc on essaye de faire des choses qui sont toujours en déplacement aussi pour pas que les enfants s'ennuient. Parce que après éduquer au regard, il y a aussi engager le corps dans sa visite. Et si on ne fait pas l'expérience de la visite avec son corps, forcément on apprend un peu moins bien et on garde ça en tête que en fait c'était juste joli et voilà. Mais c'est vrai que si pendant une visite on dit ceux qui sont pour, vous allez à gauche, ceux qui sont contre, vous allez à droite, rien que ça, le fait de se déplacer et d'interagir dans l'espace, ça crée une expérience en tant que telle et c'est plus facile pour l'enfant de retenir après pourquoi il a eu raison ou pourquoi il a eu tort. Et en général, les enfants donc là de 8-10 ans, ils jouent ce jeu-là. Philippe, toi, tu vois que tu dois des fois les motiver ou ça va en général? Après, oui, il y a quand même un peu un boulot un peu d'animateur, clairement, où il faut essayer d'y mettre une énergie, d'y mettre un certain entrain. De toute manière, on reste encore des éponges à ces âges-là, notamment par rapport à l'énergie que vous allez pouvoir transmettre. Ils vont réagir oui, ça réagit effectivement si vous arrivez à les motiver. Mais bon, on a eu de tout, forcément. On a eu de tout. Les ados, faut réussir à les embarquer dès le début. Oui, justement, voilà. On arrive à ça, c'est que là, après les 8-10 ans, on arrive aux ados. Alors là, oui, effectivement, en termes d'énergie et de capter de l'attention, parce que là, j'imagine c'est ça aussi, c'est que là, on est sur un public qui est totalement différent, parce que j'imagine tout le rôle des écrans aussi qui joue quelque chose. C'est que là, avec des ados qui ont leur propre téléphone, donc je caricature un peu, mais forcément, j'imagine qu'on se pose cette question-là. C'est que là, ils ont tous dans leur téléphone de quoi se documenter. Donc, comment est-ce qu'on les capte à ce moment-là? Comment est-ce que vous faites donc là les visites avec eux? Est-ce que c'est encore info-intox ou différemment? Non, c'est différent parce que là, on va partir de leur quotidien, de ce qu'ils connaissent vraiment et on essaye de développer. Donc, soit on a la visite scolaire parce qu'il faut coller au programme scolaire et que le prof d'histoire a envie de passer 2 heures à écouter quelqu'un d'autre parler pour un peu respirer. Et donc, on les comprend. C'est totalement compréhensible, voilà. Ou même les profs de français, les profs d'anglais, parce qu'on a eu des visites en anglais pour des Français. Enfin, voilà, ça peut s'intégrer dans plein de trucs scolaires. Mais pour les ados, en fait, on essaye de faire référence à leur quotidien en sens où, par exemple, là, on est en train de créer une visite sur la pop culture, par exemple, pour faire référence un peu à ce qu'ils connaissent déjà. Donc, on va parler du cinéma, des choses qui ont été tournées à Carcassonne, mais on parle aussi, par exemple, des jeux vidéo. Pour beaucoup, Carcassonne, c'est juste le Moyen-Âge, mais il y en a certains qui, quand ils viennent de l'autre bout de la France, ils n'ont pas encore eu connaissance de Carcassonne. Et là, en fait, quand ils arrivent, ils se disent « Ah, mais en fait, dans Gran Turismo,
un jeu de course de voiture. Moi, j'ai déjà vu Carcassonne. C'est vrai ? Ouais. Je m'attendais pas à ça. Voilà, et c'est une astuce en fait dont moi je me sers beaucoup pendant qu'on fait des visites avec des ados, c'est faire référence à des choses qu'ils connaissent. Tout le monde connaît Fortnite dans leurs âges. Bah voilà, il y a eu un tournoi sur une map Fortnite et il y en a beaucoup qui ont joué. Mais si. Et en fait, une fois qu'on a réussi à les accrocher avec un petit truc comme ça qui leur parle, c'est beaucoup plus facile. On peut transmettre des informations historiques derrière bah voilà, tu vois là, c'était sur Gran Turismo. Ah bah super, mais tu sais ce que c'est du coup ? Et après, comme ça, ils peuvent donner des tips. Enfin, ils ont eux-mêmes des tips pour un peu, pardon, mais se la péter devant leurs potes. Et ça marche super bien à chaque fois. Et est-ce que, donc Felipe, dans les visites, toi, les ados, tu les gères comment en général ? Est-ce que tu peux nous raconter des petites choses comme ça ? Déjà, il va y avoir clairement une posture qui va changer avec Felipe l'adolescent. adore les ados. Alors, j'aime beaucoup les adolescents parce qu'il y a vraiment ce côté un petit peu... Ils cherchent quand même un peu la provocation, ils cherchent quand même à être complètement indépendants, à faire leur rebelle ou autre. Il faut juste montrer qu'on peut avoir plus de charisme que... J'exagère un peu le trait, mais il y a vraiment ce côté où effectivement, il va y avoir une posture où on va être peut-être un peu moins doux qu'avec les enfants et il va y avoir ce côté peut-être un peu plus ferme, peut-être un peu plus sec par moment sur la manière peut-être d'essayer d'avoir leur attention, quitte à essayer peut-être de les choquer, parce que certains aiment par exemple les histoires, mais les petites histoires plus que la grande histoire, avec des anecdotes qui peuvent paraître un peu sordides, par exemple. Ça, en général, ils aiment bien. Donc, ça va être ce genre de choses sur lesquelles on va continuer à stimuler un peu leur intérêt, leur imagination. Je sors pas du cadre de ce qui s'est passé en fait dans le château, tout simplement. Mais oui, par exemple, simplement dire le fait que, vous voyez cette porte, eh bien, le jeune Raymond Roger Trincavel, il a été emprisonné pendant 4 mois et est mort officiellement de dysenterie. Oh, ah oui, ça doit Voilà, bien les donc, calmer en quand général, même. c'est le genre, par exemple, d'anecdotes comme ça qui font que... Ah, attends, cette porte Donc on a parlé des différents âges, mais là il nous manque aussi un type de public qui en fait peut les réunir un petit peu les trois à la fois, c'est donc les familles qui viennent comme ça, donc là avec peut-être des gens avec des enfants de différents âges. Là, est-ce qu'il y a peut-être un parcours de visite qui est adapté avec un livret spécial pour les enfants pour accompagner les adultes ? Alors, le gros challenge des familles, c'est qu'ils viennent en famille. Donc, à plusieurs, ça peut être avec les grands-parents, les parents, les tantes, les oncles, voilà, et des enfants au milieu de tout ça. Et en fait, il faut réussir à capter absolument tout le monde. Et c'est là où le challenge est le plus compliqué. Donc, nous, au château, on a mis en place déjà un espace famille qui se trouve soit en début du parcours, soit après avoir fait le tour complet du rempart, ou soit après avoir fait le parcours château. Donc en fait, c'est un espace de pause et de respiration dans le monument. Et dans cet espace, on a différentes activités qui sont proposées pour tous les âges. Donc on a une petite bibliothèque avec du livre d'éveil jusqu'à la BD pour les ados. On a des gros cubes qui servent de puzzle et on a un coloriage mural qui fait 1m75 de haut. Donc rien que ça, en fait, les plus petits vont colorier en bas, les plus grands en haut. Et en fait, ça nous fait des activités intergénérationnelles. Et c'est ça qui est super intéressant avec les familles. Ce qu'on a aussi, donc là, on parle plus de l'offre permanente. C'est peu importe le jour où vous venez dans le monument, il y aura quelque chose pour les familles. Tout au long de l'année, on a une offre à disposition des familles pour qu'ils puissent visiter en toute autonomie. Et ça, c'est assez important. Donc, on a un livret-jeu, par exemple, pour les plus petits. On a également un audio-guide qui est à écouter pour les enfants et un audio-guide différent pour les adultes. Mais ils parlent de la même chose au même moment. Donc, ils peuvent quand même dialoguer entre ça et ce ne sont pas des casques qui les coupent de tout contact extérieur. Et dans le musée, on a mis des cartels pour enfants. Donc, ce sont des cartels qui sont à hauteur de lecture d'enfants, tout simplement. Ça, vous avez peut-être vu dans les musées que vous fréquentez, dans les monuments, il y a de plus en plus d'œuvres qui sont accrochées à hauteur d'yeux d'enfants. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible pour eux. Et puis, d'avoir un texte simplifié, ils prennent plaisir aussi parfois à dire aux adultes qui les accompagnent que « Ah bah voilà, cette statue, c'est ça ». Et du coup, c'est eux qui deviennent médiateurs de leur propre visite et qui deviennent aussi des guides pour les adultes. Et ça, c'est super agréable de le voir parce qu'ils s'imprègnent du monument en tant que tel. Et en fait, en ce moment, à Carcassonne, il y a pas mal d'évolutions. Enfin, le hasard fait qu'on fait cette interview au moment où vous êtes en pleine réflexion par rapport à ces sujets. Et justement, quelles sont les choses sur lesquelles vous évoluez en ce moment par rapport à cette médiation envers le public et envers le jeune public ? Alors, on a très récemment adhéré à la charte Momar.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est encore quelque chose d'assez confidentiel, on va dire, ou peut-être juste les parents ont connaissance de ça, c'est une charte en fait qui traite de l'accueil et de l'hospitalité pour les familles et qui met en place les 10 droits des petits visiteurs. Donc c'est-à-dire que l'enfant, dans ces 10 droits, il a le droit de s'asseoir au milieu du parcours de visite, il a le droit de poser des questions, il a le droit de courir, il a le droit de s'exprimer et surtout il a le droit de ne pas tout regarder. Et rien que ça, le fait de lui dire t'es pas obligé de tout lire, t'es pas obligé de tout voir, mais juste vis le moment, apprends à regarder, rien que ça c'est primordial. Et en fait dans cette charte aussi, ça pousse les familles à venir en autonomie, mais on propose en plus une offre de visite pour les familles, par exemple tous les mercredis ou pendant les vacances scolaires, on a une visite avec Violette Le Truc, par exemple, qui explique l'architecture médiévale, et on a aussi une visite théâtralisée qui fait référence à l'expérience immersive Carcassonne 1304, les derniers remparts. Et cette visite théâtralisée, Philippe incarne le guide, donc je vais plutôt le laisser parler là. Oui, c'est vrai que c'est une offre qu'on propose essentiellement les week-ends et les mercredis, vraiment orientée pour les familles, et c'est vrai que bon là pour le coup je vais incarner un personnage un peu fouineur, on va dire, qui est très proche du sénéchal, donc le représentant du roi et qui est le taulier un petit peu dans Carcassonne. Et donc, on doit recevoir Philippe IV le Bel qui arrivera en 1304 et on doit s'assurer que tout est en place. Bien évidemment, rien n'est en place, mais tout a bougé, tout a changé, mais du coup, on profite pour aborder à chaque fois les différentes pièces dans lesquelles on va être situé. Et là, donc, tu as un costume particulier ? Ah oui, je suis en tenue 14e siècle, tout début 14e siècle. Donc oui, on va avoir là pour le coup la totale. Donc là, on a l'évocation juste avec toi, parce qu'en soi, le monument, il change pas. Et donc là, vraiment, parce que tu racontes, tu essaies de replonger les gens dans cette époque-là ? Oui, c'est ça l'idée, c'est absolument ça. Je le présente avec un peu, justement, au niveau de l'énergie, il va y avoir quelque chose d'un petit peu plus... dynamique probablement qu'une visite, on va dire, découverte ou privilège. Donc on va essayer de motiver aussi les enfants à essayer de participer, à donner leurs idées et puis les faire se sentir à l'aise. L'idée, c'est pas non plus de les effrayer. En fait, une des grosses évolutions aussi, c'est qu'on a la rigueur scientifique. Le côté archéologique, ça, il faut qu'on le diffuse parce qu'on on fait de plus en plus face à Carcassonne comme une toile de cinéma. Et du coup, avec tout ce que ça véhicule derrière, le cinéma, l'idée folklorique du médiéval. Et c'est vrai que pour cette visite, on cherche à aller de plus en plus vers des costumes qui sont sourcés archéologiquement parlant pour proposer quelque chose de concret, de matériel au public et leur dire, voilà, c'est pas juste les grandes robes avec des paillettes dessus et des manches d'elfes. Il y avait une vraie mode à cette époque-là, donc là, on est centré sur 1304. Donc, on a fait les recherches à côté pour essayer de proposer quelque chose de concret qui puisse quand même stimuler leur curiosité, leur imaginaire, mais en restant dans quelque chose d'hypothétiquement correct. Là, on voit un peu l'évolution par rapport avec la médiation du Moyen-Âge, on va dire, de ces 30 dernières années. En fait, avec évidemment, tu dis le côté folklorique, un petit peu le côté carton-pâte, mais qui en soi n'était pas... j'ai l'impression ne se pensait pas de façon négative, en tout cas, n'avait pas une volonté de trahir les gens. Non, c'était juste, voilà, on raconte le Moyen-Âge un petit peu de façon... fantasmée. De façon fantasmée, un peu comme les contes de fées. Et voilà, alors que maintenant, tu as dit, ce côté rigueur scientifique, c'est qu'on garde le côté, on vous raconte le Moyen-Âge, mais juste, on change le costume. Ça permet, j'imagine que toi, Philippe, t'as peut-être des questions de, mais alors pourquoi tu t'habilles comme ça, c'est bizarre, ou est-ce que non, les gens acceptent? Alors les gens, quand ils voient quelqu'un en une tenue médiévale, quelle qu'elle soit, je joue clairement un citadin, quoi, un bourgeois, mais je suis pas un noble ou quoi que ce soit, et je passe systématiquement pour un chevalier. C'est la première chose qu'on va me dire, qu'on me demande, c'est bonjour chevalier. J'ai même pas l'épée, j'ai rien. Le costume en lui-même, c'est de la médiation. Et qui va entraîner derrière des interrogations, bonjour chevalier. Oui, en fait non, je suis pas un chevalier. Et voilà, ça apporte derrière plein de médiation. Après, pour les familles aussi, en dehors de ça, nous, on travaille sur le côté thématique annuel au niveau de la programmation. Et comme ça, en tant que médiateur et concepteur de la programmation, on peut s'éclater à 200% sur un sujet. Par exemple, là, il y a 4 ou 5 ans, on avait travaillé sur le textile.
à l'année. Donc pour les médiateurs, on avait travaillé le cardage de la laine. Le cardage Le cardage, parce qu'on carde la laine. D'accord, on ne file pas la laine, on la carde. On la carde avant de la filer. Ok, waouh. Voilà, parce que Carcassonne était une ville drapière. Donc en fait, on a une thématique sur l'année qu'on déroule en fonction de l'histoire du monument en tant que tel, pour toujours s'appuyer sur le monument et que ce soit pas une médiation qui puisse se faire un peu partout dans toute la France. Donc on a fait la laine, on a fait la teinture des plantes sur le textile, les différents textiles qui étaient utilisés à différentes époques, parce qu'on traite pas que du Moyen-Âge du coup. Et par exemple, tous les ans, on essaye d'avoir un point d'orgue dans cette programmation. Et cette année, sur le textile, on a fait une Fashion Week historique. C'est génial comme idée, j'adore. C'était sincèrement génial. Et là, on a eu des reconstituteurs donc, qu'on a sélectionnés en fonction de leur rigueur scientifique. Mais c'était très intéressant parce que du coup, on avait des Romains à côté de vrais chevaliers, à côté de paysans, à côté de Viollet-le-Duc. Et comme ça, les gens ont vraiment pu voir que le Moyen-Âge, c'est 1000 ans d'histoire. Et que la mode, au début du Moyen-Âge, au milieu et à la fin, c'était pas la même. Et donc là, pour les enfants, ça a dû leur créer des images mentales, mais hyper diversifiées. Tout à fait. Et puis, il y avait une tissuthèque aussi à disposition. Donc là, on repart dans le sensoriel, c'est-à-dire que les gens pouvaient toucher, sentir aussi, parce que tout, voilà. Et à partir du moment où on ramène du sensoriel, la compréhension de la chose est beaucoup plus simple, beaucoup plus aisée. Cette année, on était sur la notion de paysage. Donc, on a fait venir aussi des artisans pour faire des fleurs en papier. On a travaillé sur la biodiversité du monument. Est-ce que c'est la même aujourd'hui qu'au Moyen-Âge? Sur le paysage, est-ce qu'on a le même paysage à Carcassonne aujourd'hui qu'on aura dans 100 ans, qu'on a eu en 1200? En fait, on arrive à dérouler plein de petites activités tout au long de l'année, plein de mini-médiations aussi, en fonction d'une thématique. Et l'année prochaine, on est sur l'image. Et alors, je reviens aussi sur un sujet, parce que quand on pense aujourd'hui médiation envers les enfants, jeunes publics, c'est très à la mode. Il y a tout ce qui est en lien avec le numérique, avec tout ce qu'on peut avoir, les tablettes numériques, avec des fois des dispositifs, ou pour se rendre avec, on pense notamment, alors je c'est pas du tout un partenariat, hein, enfin, c'est pas du tout une pub, mais l'histopade qu'on voit beaucoup à la conciergerie, qui permet de se rendre compte comment c'était au Moyen-Âge. Là, pour Carcassonne, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore à ce moment-là où vous dites, mais non, c'est pas nécessaire, vu que déjà le lieu, il est magnifique. Alors, oui et non. C'est un peu compliqué, parce que maintenant, alors il y a une étude qui s'appelle le Patrimostat, qui est l'étude des publics par le ministère de la Culture, qui dit que maintenant, les gens viennent partager un moment convivial dans les monuments, et c'est ça en fait qu'ils cherchent, c'est de la convivialité, c'est de l'échange, c'est du partage, et si on les met tous derrière une tablette, on ne répond plus à leurs attentes actuelles. Il y a ça. Et c'est vrai que donner des écrans aux enfants, là il y a beaucoup d'études en ce moment qui sont en train de mettre en garde par rapport à ça. Même quand il s'agit d'avoir un écran pour toute la famille, quand on pense à où on se le passe et tout ça. Alors oui, mais dans ce cas-là, il y en a que 1 ou 2 qui vont vraiment profiter et les autres vont décrocher. Donc voilà, il y a ça. Après, il y a toute l'obsolescence du numérique. C'est pas parce qu'on met quelque chose de bien aujourd'hui que dans 2 mois, ce sera pas dépassé. Et puis, il y a le côté aussi technique. On n'a pas les moyens humains aujourd'hui de pouvoir réparer toutes les tablettes au centre des monuments nationaux. Il y a des monuments qui le font très très bien. Par exemple, à Vincennes, pour le centre des monuments nationaux. Mais nous, ici aussi, on a un problème encore différent. C'est que on a des murs très épais. Du coup, le réseau passe pas forcément partout. Oui, j'avais pas pensé à ça, un petit détail. Tout simplement. Donc, on préfère peut-être proposer du numérique à vivre en famille, à plusieurs. Par exemple, au 2e étage, quand on commence la visite, on a un grand film de plusieurs dizaines de mètres de long. C'est très impressionnant, il est très grand. Voilà, et c'est quelque chose où on peut en discuter avec la personne d'à côté. Nous, on va limiter les écrans au maximum pour les familles en tant que telles, mais c'est vrai que pour le public ado, c'est quelque chose qui revient, donc on a quand même une application de visite à télécharger en amont, mais qui ne nécessite plus de données à télécharger pendant leur visite en tant que telle, mais on travaille sur d'autres visites aussi. Par exemple, on aimerait bien faire une visite de Carcassonne instagrammable, entre guillemets. C'est déjà très instagrammable, Carcassonne. Hein. Oui, mais du coup, ça permettrait de travailler sur la photographie. Comment est-ce qu'on prend une belle photo? Si on va à cet espace-là, pourquoi est-ce qu'on prend cet espace-là en photo? Enfin voilà, ça entraîne plein de médiations derrière possibles. Et tu l'as dit aussi, de toute façon, pour le côté famille, il y a l'audio-guide qui permet d'être quand même en famille et d'avoir quand même un peu ce côté médiation, d'avoir un outil commun. Alors attention, un peu question qui fâche. Alors à part le côté costume, qu'est-ce que vous avez arrêté de faire pour les médiations envers les jeunes publics en vous disant soit ça marchait pas, soit c'est dépassé? C'est une très bonne question parce qu'en fait on adapte sans cesse les contenus des visites. Par exemple,
Ce qu'on ne faisait pas du tout avant, c'était de la médiation dite postée. Donc, c'est-à-dire que quand vous vous baladiez dans le monument, vous ne croisez aucun médiateur si vous n'aviez pas pris la visite guidée. Ce qu'on a lancé, c'est que maintenant, ça se fait déjà pas mal ailleurs, mais vous vous baladez et vous pouvez tomber sur un agent qui va porter soit un petit pin, soit une tenue pour vous dire, voilà, moi, je peux vous parler de ce sujet-là. Est-ce que ça vous intéresse ? Juste amener du contenu de visite supplémentaire, mais qui reste optionnel. Voilà. Et Ça, transmis c'est... par un humain et Voilà. pas juste un cartel C'est ça. ou juste l'audioguide. Tout à fait. Et pas par du numérique non plus, même si ça marche bien des fois, notamment pour l'accessibilité, parce qu'après, il y a toutes les familles aussi avec des personnes en situation de handicap. Donc voilà, on travaille sur tout ça aussi. Après, je sais pas, Felipe, est-ce que toi, dans ta façon de guider, tu as changé des choses ? En tout cas, avec les adolescents, il faut garder ces références à jour, l'air de rien. Oui. Si on veut pouvoir un peu les accrocher, en fait, plus que juste consommer, il y a vraiment cet intérêt où, comme tu disais, par exemple, par rapport à Fortnite ou alors avec Plague, qui avait aussi filmé toute une partie de la Porte d'Aude. Donc, c'est vrai que je pense que le fait d'au moins savoir un peu ce qui se fait par rapport, notamment à l'image, vu que ça va être qui plus est le thème de l'année 2026, par rapport à Carcassonne et consommé par ces adolescents-là, c'est le genre de choses où effectivement on va essayer de se maintenir un peu à jour, mais sinon en termes de méthode à proprement dit, peut-être que ça fait pas assez longtemps que je fais ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez tentées et qui vous avez arrêté parce que non, ça clairement ça marche pas, alors que sur le papier ça avait l'air pas mal? Les visites classiques pour les familles, elles ne fonctionnent plus. Les visites d'1h30 purement historiques, où on avait des parents qui disaient « Oui, mais moi, mon enfant, il est en avance. » On en a tous connu voilà, des parents comme ça. Et finalement, on se retrouve avec des enfants qui traînent la patte. Et 1h30 de visite avec quelqu'un qui traîne la patte, avec des parents qui ont des bébés dans les bras et qui veulent juste se faire plaisir, ça, c'est très difficile. Donc, en fait, on n'a pas arrêté ces visites-là. On a juste mieux ciblé le public à qui elles correspondent. Et en fait, c'est ça. On a fait un vrai travail de ciblage des différents publics. Et ce qui fait que chacun trouve finalement son compte dans notre proposition de médiation. Donc quand des gens réservent une visite, vous leur proposez bien différentes, quand tu dis visite classique, qui conviennent, je sais pas, j'imagine pour par exemple les retraités ou ce genre de personnes qui viennent juste vraiment se cultiver. Et là, donc tu disais les visites vraiment famille, mais qui sont pas forcément pour les enfants, mais pour les familles. C'est ça. On distingue les visites tout public, grand public, des visites famille en tant que telles, parce que les visites famille, elles vont être plus ludiques et surtout, elles vont avoir un vocabulaire adapté à des enfants. Mais avec des réflexions quand même adaptées pour les parents aussi, voilà, des petites blagues pour eux. Oui, ça, Felipe est très très fort là-dedans, il hoche la tête. On essaye. Mais voilà, c'est que chacun trouve son compte dans une visite famille. Et comme on disait aussi, les familles, c'est souvent avec des personnes âgées. Donc il faut prendre en compte aussi toutes ces contraintes de déplacement. Une personne âgée ne va pas monter autant de marches qu'un adulte, et même un petit de 3-4 ans ne va pas marcher autant qu'un adulte. Donc c'est une médiation globale en fait à réfléchir, c'est les contraintes de déplacement, les contraintes du monument, l'adaptation du discours aussi aux différentes tranches d'âge. Voilà, c'est plein de choses comme ça qu'on essaye de prendre en compte. Oui, parce que j'imagine que pour les enfants, hier tu m'as montré tout le parcours. Voilà, j'imagine que pour les enfants, ils ne font pas tout ce grand parcours parce qu'effectivement, au bout d'un moment, ils doivent être un peu fatigués et ce qui est normal, un peu se plaindre. C'est pour ça qu'on a l'espace famille soit en début, soit en fin de parcours. Comme ça, ils peuvent s'asseoir, respirer, prendre un temps pour eux aussi où ils peuvent crier, chanter, écrire. Et après, ils pourront aller sur le rempart. Et le rempart, maintenant, on peut faire le tour complet de la cité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 1, 2, 3 sorties possibles. Donc, les familles peuvent... oui, je sais compter jusqu'à 3. Non, ouais, je me disais, mais c'est un escape game, en fait. C'est... Oui, même pour nous, quand on commence à travailler au château, c'est je vais où, pourquoi, comment. Mais voilà, les familles peuvent sortir à différents endroits sur le rempart, donc couper leur visite en fonction de la fatigabilité de leurs accompagnateurs. Parce que les équipes donc, du CMN qui travaillent à Carcassonne, vous occupez, on l'a dit, des remparts et du château, mais donc le reste de la ville, non, les rues et tout ça, c'est pas vous. Mais donc ça veut dire que les gens qui visitent, pour les gens qui sont jamais venus, ils peuvent faire le rempart tout seuls. J'ai l'impression, en fait, il est accessible à n'importe quel moment de l'année, le jour et de la nuit. Oui, depuis septembre l'année dernière. Alors, pas... Voilà. Concernant en fait ce qu'on appelle les lices, c'est l'espace entre les deux remparts. Ça, c'est ouvert effectivement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est gratuit. On peut faire le tour complet de la cité avec la même vue, sensiblement que celle qu'on a du haut du rempart. Mais ce n'est pas le haut du rempart. Quand vous êtes sur le chemin de ronde, c'est l'offre que nous on propose et donc aux horaires d'ouverture du château, enfin du monument tout simplement. Et l'accès se fait que depuis le château. On a une politique au CMN
pour ces espaces qui sont soumis à un droit d'entrée, donc payant, il faut savoir que si on est résident de l'Union européenne, le Centre des monuments nationaux, tous les monuments sont gratuits jusqu'à 25 ans. Donc en fait, les adultes n'ont qu'à payer leur place et c'est gratuit pour les enfants. Donc c'est aussi une politique de démocratisation et d'accès à la culture pour les plus petits. Parce qu'un petit qui vient, qui garde un super souvenir, qui a appris des choses, reviendra potentiellement ado. Et s'il revient ado, il reviendra adulte, avec des copains, en couple pour un date, ça on en a pas mal sur les remparts. Oui. Et après, il reviendra sûrement peut-être avec ses propres enfants, et etc. Donc là, avoir un enfant en médiation qui retient quelque chose, il reviendra forcément après et c'est comme ça qu'on arrive à fidéliser le public. Oui, c'est vraiment à fidéliser, comme tu dis, c'est assez important. Et bon, on l'a dit, Carcassonne, c'est un énorme terrain de jeu, donc en termes de médiation, il y a 1001 choses possibles. Quels sont les sujets qui sont nouveaux ou que vous êtes en train d'explorer en ce moment ? À Carcassonne, on essaye de rester ancré, en fait, on va dire, dans notre territoire et dans le temps actuel aussi. C'est pas que du médiéval. Donc, on essaye d'avoir des sujets contemporains. Donc, pour les familles, c'est un petit peu plus dur à décliner. Là, on va plutôt essayer d'avoir les ados et les jeunes adultes. Donc, dans la tranche, on va dire les 16-25 ans. Les fameux. Voilà. Les jeunes adultes. Avec des sujets beaucoup plus contemporains, typiquement le réchauffement climatique, les changements environnementaux. Et c'est vrai que nous, on n'a pas la réponse à tout ça. Et là, on est suivi notamment par le siège à Paris pour nous aider à mettre en place, par exemple, des résidences. Donc, on a eu une résidence d'une journaliste éthologue, Fleur d'Auger, qui est venue créer un album et un livre de visite famille sur la biodiversité du monument. Et il y a quelques semaines, on a accueilli Jean-Marc Besse, qui est également philosophe du paysage. Donc voilà, ça a permis de dialoguer, d'apporter de nouvelles choses. Ce philosophe est venu, on a proposé une soirée avec un film sur le midi viticole. Et après, suivi d'échanges et de débats avec le public et les autres participants de la soirée. Donc on essaye de rester ancré quand même aux questions de société, la place des femmes dans la société, ça c'est des choses qu'on aborde souvent en médiation, les changements, les climatiques, tout ça. Donc voilà, et on a beaucoup de grains à moudre parce qu'on peut aborder le Moyen-Âge de plein de façons différentes et à travers ces sujets-là aujourd'hui aussi. Tiens, pour finir, Felipe, est-ce que tu as peut-être quelques anecdotes de visites avec des enfants où ça a été particulièrement éprouvant ou spécial pour toi ? On va dire que ça avait été un petit peu original. C'était, en plus de ça, c'était vraiment des petits enfants. On était sur quoi ? Sur du 5-6 ans. Oh, vraiment petit, ouais. Donc encore, voilà, avec certains étaient déjà un peu éveillés, mais sinon on est quand même plutôt sur la découverte du monde encore. On était en train de faire, il me semble, forme et matière à ce moment-là. Et sur les matières notamment, j'ai dans ma petite besace une brique, un morceau de grès de la région, de l'ardoise. Et important pour l'histoire, je suis donc de formation géographe avec une spécialité en géomorphologie. Donc on nous appelait les lécheurs de cailloux. Ah, sympa, oui, bon, on vous aime bien les géographes, mais c'est particulier, c'est sûr. Et j'ai rendu peut-être toute une classe accro à cette pratique-là, tout simplement parce qu'effectivement, il y avait, en fait, dans cette classe, il y avait un enfant qui était aveugle et qui arrivait à très bien visualiser juste avec le toucher beaucoup de choses, mais il avait comme tic ou un réflexe simplement enfantin, en fait, de mettre tout à la bouche. Et il m'a entraîné une dynamique où toute la classe s'est mise à lécher les cailloux. Je ne suis pas responsable de nos médiateurs. J'ai été quelque peu perplexe. On a nettoyé depuis les cailloux, on les a rincés, on les a savonnés entre-temps. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai été un petit peu surpris par la chose. Mais j'ai moi-même joué le jeu au final. Donc voilà. T'as été malade pendant 2 semaines après ou pas ? Alors, je dois avoir un très bon système immunitaire. Mais en tout cas, l'institutrice qui les accompagnait n'avait pas l'air d'être plus choquée que ça. Donc ça avait l'air d'être une pratique assez commune dans leur classe. Mais donc ouais, ça tu vas pas le garder pour tes autres visites de allez on lèche tous les cailloux. Non. Pour le coup c'est vrai que c'est quand le petit justement aveugle m'a demandé s'il pouvait le mettre dans la bouche. Ah, il t'a demandé quand même. Je n'y ai vu aucun souci en tant que géomorphologue. Voilà. Sans me douter que toute la classe allait suivre derrière. Alors pour finir, j'ai un peu une question, alors plutôt pour toi Anastasia. Alors, et peut-être que ce serait possible, imaginons on te donne
tous les budgets. Imaginons, allez, on a un généreux donateur qui vient et qui te donne des millions, qui vraiment te dit, allez, full budget. Quel serait ton rêve de mise en place de médiation, alors surtout envers les enfants, qu'est-ce que tu rêverais de mettre en place ? Je mettrais du sensoriel partout. C'est-à-dire, on a un gisant dans le dépôt lapidaire, mettre devant le gisant, c'est les statues en fait qu'on peut trouver sur les tombeaux des morts. Tout à fait. On les voit ouais. en train de Donc de là, on dormir. a un chevalier qui est représenté dessus, potentiellement le seigneur de Castelperce. On voit qu'il a un baudrier, donc on pourrait mettre du cuir à toucher. Il a une épée à la ceinture, faire sous-peser une épée. Il a une côte de maille, donc faire toucher de la côte de maille. Il a aussi différents tissus, vu qu'on voit qu'il a une tunique, des choses comme ça. Donc, permettre aux gens de toucher pour avoir une vision plus concrète de ce que ça pouvait être le Moyen-Âge. Mettre de l'olfactif, des odeurs sur le parcours de visite. Sur une tour, on a un moulin. Faire sentir l'odeur de la farine. Proposer différentes graines à toucher. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Enfin, voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Moi, je rêverais de proposer des choses à toucher au public. En somme, après, si c'est vraiment des millions et des millions, pourquoi pas ne pas directement refaire des moulins sur la tour ? Tu te calmes. Moi qui propose personnellement, ou même de manière tout simplement plus générale, peut-être essayer, moi j'aurais bien vu par exemple de l'histoire, en fait, vivante. C'est de l'animation, en fait, vraiment Tout à fait. de partout. Moi, je mettrais Oui, partout. rendre le monument vivant en tant que tel et arrêter que ce soit un gros tas de pierres qui est juste joli. Mais alors que qu'il y a les gens quand même repartent pas avec mal de quelque chose. monde en fait. Tu disais, à l'année, il y a plus de 40 personnes et l'été, plus de 60, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est tellement grand qu'on a l'impression que c'est vide. Mais en fait, il y a quand même plein de gens, il y a plein de médiateurs qui sont là quand même. Alors, on est quelques médiateurs parce qu'après, ça compte aussi tous les bureaux, la RH, la comptabilité, l'administrateur, l'administratrice adjointe, le service accueil-surveillance, le service maintenance. En fait, c'est très grand. Donc, effectivement, on ne se voit pas tous déjà. On n'a pas beaucoup de médiateurs. Donc, c'est vrai que si on avait des millions, il y aurait du recrutement. Mais du recrutement pour rendre vivant et concrète les choses, vraiment. Des médiateurs en costume historique, avec un vrai savoir derrière, des choses comme ça. Je pense que, en tout cas, moi, vous m'avez donné envie de revisiter encore Carcassonne, alors que je l'ai visité avec toi hier, et je pense que ça a donné envie aux gens. Donc voilà, vraiment, faut venir. Et c'est beau, en fait, vraiment, vous allez avoir une belle journée. Alors, s'il fait beau, c'est mieux. Et j'ai compris, il vaut mieux venir peut-être pas l'été parce qu'il y a trop de monde. Oui. C'est mieux de venir hors saison, à d'autres moments, c'est ça ? Tout à fait. Toi, tu recommandes quoi, la meilleure période pour toi ? Pour moi, c'est l'automne. Je suis fan de fin septembre, début octobre. On voit super bien les Pyrénées. Ou sinon au printemps pour avoir les Pyrénées enneigées. Ça, c'est top aussi. Ouais, et on commence à avoir les belles chaleurs. Moi, je serais plutôt printemps, effectivement. Mars, avril. Merci beaucoup, Nastasia et Felipe. Et puis, on vous retrouve bientôt à Carcassonne, alors. Avec grand plaisir, merci. Avec grand plaisir, au revoir. Auditeurs, auditrices, pour en savoir plus sur la médiation pour les enfants et les éléments qu'on a évoqués dans le podcast, je mets plein de liens sur l'article qui accompagne cet épisode. Je remercie encore le Centre des Monuments Nationaux pour cette belle collaboration. Voilà, il est possible qu'on en fasse d'autres, bientôt avec d'autres monuments dans les prochains mois, donc à voir. Là aussi, si vous voulez en savoir plus sur Carcassonne ou le Centre des Monuments Nationaux et tous les monuments qui font partie donc du réseau, allez voir sur mon site, il y aura tous les liens. Il y aura aussi des photos, et d'ailleurs aussi des photos sur mon compte Instagram. J'espère que si vous êtes sur Instagram, vous suivez Passion Médiéviste, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Salut!